Pour ceux qui nous rejoignent, nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom, toujours avec les mêmes éditorialistes, Nadia Lamarque-Bi, Camille Sari et Gratien Rukindikiza. Il est question d'infrastructures sur le continent africain. Tout au long de cette semaine, place au dossier du jour. Le taux d'électrification sur l'ensemble du continent n'est pas à la hauteur de la demande. Selon la Banque africaine de développement, cette situation constitue un obstacle majeur aux efforts de réduction de la pauvreté. Le coût des services liés à l'énergie serait 2 à 3 fois plus cher que la moyenne mondiale, sans oublier un autre facteur, la difficulté d'accès à l'électricité, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Florence Assemporé. L'Afrique se met au pas de l'énergie. Depuis quelques années, plusieurs pays du continent africain s'harmonisent pour réussir la transition énergétique. Un grand défi que l'ensemble du continent tient à relever, car sans énergie, pas de création de richesse ni de développement socio-économique. Alors quelle politique énergétique adopter aujourd'hui pour contribuer à la lutte contre la pauvreté en Afrique? Favoriser l'accès à l'énergie sur le continent est la priorité pour la prochaine décennie. C'est l'objectif annoncé par les différents pays et organisations environnementales africaines qui entendent relever les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Pour cause, actuellement, seulement 2 à 5% des populations rurales d'Afrique subsaharienne ont accès à l'électricité. C'est le pilier de l'économie. Quand on a l'énergie, on peut permettre de lancer le développement de l'économie. 20 novembre 2013. La Banque africaine de développement approuve un financement de 90 millions de dollars au projet d'appui au développement du secteur de l'électricité et du site d'Inga sur le fleuve Congo. Ce financement en partenariat avec les autorités africaines, notamment congolaises, a pour objectif de faire du barrage Inga sur le fleuve Congo une source d'énergie pour l'Afrique. À terme, ce projet énergétique pourrait fournir 44 000 MW d'énergie. Cet ingénieur de la République démocratique du Congo voit dans l'utilisation des énergies une alternative évidente pour donner une bouffée d'air frais à l'économie africaine. Pour nous, les pays, il est très important que les projets INGA 3 qui datent de longtemps soient mis en œuvre, soient mis en application, de manière à pouvoir augmenter la capacité de production et de desservir aussi notre clientèle. Depuis quelques années, de grands chantiers dédiés à la promotion de l'énergie fleurissent. Les différents gouvernements du continent projettent ainsi de faciliter l'accès de populations au réseau de branchement électrique d'énergie solaire, hydraulique ou encore éolienne. L'Afrique connaît en ce moment un développement, une croissance, un besoin en énergie. Donc il faut accompagner cette croissance et ce développement. Qui dit croissance dit demande en énergie. Donc automatiquement, on a besoin de transformateurs pour poursuivre cette progression. En effet, l'énergie est un levier de croissance pour le continent. Et le potentiel et les initiatives ne manquent pas. En 2014, le Bénin, par exemple, a fait le pari de devenir autonome en énergie et 67 nouvelles localités béninoises sont en cours d'électrification. Ces 5 dernières années, notre pays a amélioré son taux d'électrification de plus de 30% par rapport à ce qui se passait les années passées. Ça veut dire que nous sommes passés peut-être de 1% à 32% en ce moment. Ça fait qu'il y a plusieurs localités qui ont été électrifiées et le chef de l'État a encore la volonté de faire en sorte que toutes les zones rurales puissent bénéficier du même service d'énergie que les zones urbaines. L'ambition est également claire au Tchad. Ce pays d'Afrique centrale possède un fort potentiel énergétique. En plus du pétrole, s'ajoute l'énergie solaire et éolienne. Badawi Tidjani est ingénieur. Il est convaincu que les ressources naturelles et énergétiques peuvent transformer le quotidien de la population africaine et contribuer à lutter contre la précarité et la pauvreté. Les panneaux solaires sont une source d'énergie qui vont nous permettre, donc, au lieu d'avoir un groupe électrogène tel que vous l'avez vu tout à l'heure, d'avoir simplement une capacité électrique suffisante pour alimenter une pompe immergée. Et cette pompe immergée permettrait donc de sortir l'eau, n'est-ce pas, pour stocker dans un petit château ou dans un réservoir qui pourrait alimenter en fait en eau naturelle
Au Sénégal, une meilleure exploitation du potentiel national en énergie solaire et renouvelable pourrait contribuer à augmenter le taux d'accès à l'électricité pour les populations. C'est l'ambition de l'entreprise Djambi à travers la promotion de l'énergie solaire. C'est un investissement à long terme. Les panneaux, quand vous les avez, ça peut durer jusqu'à 15 ans, au minimum à 20 ans, 30 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, c'est déjà amorti et tout le reste, c'est un bénéfice pour le client. La Banque africaine de développement a d'ailleurs lancé la plateforme africaine de l'initiative Énergie durable pour tous. L'initiative vise à fournir un accès universel à une énergie moderne d'ici 2030. La Banque africaine de développement a lancé aujourd'hui le hub africain pour le programme Énergie durable pour tous, qui sera au sein de la Banque africaine de développement en collaboration avec l'Union africaine, le NEPAD et avec l'appui de l'UNDP et d'autres partenaires publics et privés. Il est vraiment essentiel et urgent que nous accélérions le rythme de mise en œuvre de projets d'énergie durable autant que possible, mais d'énergie moderne pour tous en Afrique. Le Maroc s'est lui aussi lancé dans un vaste programme d'électrification rurale, si bien qu'aujourd'hui on compte un taux d'électrification s'élevant à 98% contre 18% en 1995. Une réussite rendue possible grâce à la libéralisation du secteur énergétique marocain, dont la première mesure a été l'ouverture de la production d'électricité. Nous allons dépasser les 2000 MW parce qu'on a 2 actes de travail. Les projets lancés par l'ONE dans le cadre du partenariat public-privé dont le modèle marocain est réputé et fonctionne depuis les années 90. Nous avons l'éolien qui dépasse parce que nous avons créé à travers une nouvelle loi la possibilité de permettre à des investisseurs de réaliser des centrales de production et de vendre à qui ils veulent, en passant par notre réseau. Ce qui fait que des investissements très importants, privés, ont pu être réalisés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de projets. Les nôtres, plus ceux qui sont développés directement par le privé pour ses propres clients. Pour accompagner les réalisations africaines en matière de développement énergétique, la Banque africaine de développement a proposé une nouvelle politique du secteur de l'énergie. Objectif, appuyer les pays africains dans leurs efforts visant à fournir à l'ensemble de leur population et au secteur productif l'accès à des infrastructures et à des services énergétiques modernes et fiables. Il faut accélérer tous les types de projets, les petits projets, les grands projets, les moyens projets, utiliser les différentes ressources que nous avons d'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, le gaz. Nous avons des ressources abondantes. Il faut amener des projets qui soient bancables, qui soient commercialement viables et trouver les solutions pour mixer, mettre ensemble les ressources financières publiques, là où c'est nécessaire, les ressources financières privées, là où c'est commercialement viable et accélérer surtout la préparation, le développement et la mise en œuvre des projets. Restent des défis à relever dans le secteur de l'énergie pour contribuer à lutter contre la pauvreté. Les principaux, réduire les coûts d'accès et former les ingénieurs et techniciens capables d'optimiser le développement de l'énergie sur l'ensemble du territoire africain. Des défis d'autant plus urgents que la population africaine devrait doubler dans les 40 prochaines années pour atteindre les 2 milliards d'habitants. Camille, on vient de voir l'exemple du Maroc, avec ce taux de 98% d'électrification. Alors on voit que toutes les ressources sont exploitées. C'est peut-être celui qu'il faudrait suivre comme exemple ? Oui, il y a eu une évolution. Moi, je me souviens quand même de la campagne marocaine où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau potable. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que les jeunes, ils ont quitté la campagne le monde rural pour aller en ville, pour grossir Casablanca, par exemple, ou les grandes villes, avec tous les problèmes de chômage, de délinquance, etc. Et pour fixer les populations, pour que l'agriculture soit productive, il fallait électrifier. Par contre, il y a un système qu'ils ont établi au Maroc qui est très intéressant et ça mérite quand même c'est la tarification, c'est-à-dire que vous ne payez pas la consommation comme ça parce que les gens ne vont pas payer, c'est par carte d'abonnement, c'est comme le téléphone. Vous achetez une carte et vous consommez 2 heures. Une fois que vous avez fini vos 2 heures, vous allez acheter une autre carte. Pourquoi cet exemple ? Parce qu'il y a des gens qui vont se trouver avec de la consommation qui vont dire « moi je ne peux pas payer ma facture ». Pour le recouvrement des factures, ça va être difficile. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Maroc s'est appuyé sur l'Arabie Saoudite pour les panneaux solaires de Ouarzazate. Et ça aussi, moi j'ai toujours plaidé
pour que les pays du Golfe qui ont des devises, qu'ils investissent en Afrique avec de la technologie occidentale sur le long terme. C'est-à-dire que il ne faut pas demander aux pays africains de rembourser dans les 5 ou 6 ans. Il faut voir ça sur le long terme. D'autant plus que ces pays-là, ils ont pour le moment des ressources. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils auront besoin dans l'avenir. Mais donc l'étaler, permettre aux pays africains d'amortir dans 50 ans, par exemple, et ça, c'est tout à fait possible. Alors, Gratien, Camille a soulevé 2 points. Effectivement, ce système de cartes qui fonctionne au Maroc et aussi l'appel qui a été lancé vers les pays du Golfe et auquel ils ont répondu. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait applicable dans d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes liens aussi avec ces pays du Golfe-là? Oui, si je commence par ces pays du Golfe, en principe, au niveau de l'énergie, par exemple solaire ou l'éolienne, c'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent, mais je ne recommanderais pas nécessairement de se tourner vers les pays du Golfe parce qu'à un certain moment, l'Afrique serait dépendante de ces pays. Or, on sait bien que l'Afrique, l'argent ne se trouve pas dans ces pays nécessairement. Il y a beaucoup de pays africains qui ont de l'argent. Nigeria, l'Algérie, par exemple, possède 500 000 milliards de 500 000 milliards de dollars en devises. 200 milliards. Non, 500. Non, 200 milliards de réserves de change. De réserves, je dis, oui, 500. Les derniers chiffres. C'est-à-dire qu'avec cet argent, on peut prêter aux autres pays. On ne doit pas nécessairement se tourner vers ces pays. Deuxièmement, concernant la carte, le paiement par carte, moi je dirais que c'est une solution des pauvres. Parce qu'on demande à chacun d'aller acheter l'électricité. Du moment où on est en train de faire la cuisine, on est en train d'éclairer, et il n'y a plus d'argent, il y a une coupure, donc on ne va pas terminer. Mais lorsqu'on a une facture et qu'on ne peut pas la régler, le courant est coupé aussi. Non, il y a des compteurs qui montrent où on est. Et éventuellement, il faut rendre le tarif d'électricité moins cher. Par exemple, au niveau du Maroc, il a parlé du Maroc. Au Maroc, il n'y a pas le même prix dans toutes les villes. Les prix varient. Je ne sais pas en fonction de quoi, mais en réalité, l'énergie solaire ou l'éolienne devrait coûter moins cher parce que, à un certain moment, par exemple, le Maroc, qui utilisait les hydrocarbures, arrive pratiquement à rentabiliser sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'équivalent de ce qui a été investi au niveau de ces éoliennes. Donc, c'est un retour sur investissement qui ne va pas sur les 50 ans, mais sur 6 ans, 7 ans, en plus en respectant l'environnement. C'est vrai que Nadia, on a parlé du Maroc, mais effectivement, il y a de nombreux chantiers dans beaucoup de pays africains. On sent qu'il y a une volonté de répondre à cette demande, aux attentes de la population en matière d'énergie. Oui, en effet. Et c'est une nécessité. Ils sont arrivés au stade où, justement, leur développement est concomitant au développement des énergies, et notamment des énergies renouvelables, parce qu'elles sont plus facilement adaptables à des géographies accidentées. C'est plus facile de mettre des panneaux solaires dans la montagne que de faire passer 2 panneaux avec un fil électrique, qui en plus demande aux ingénieurs un tracé particulier et toute une logistique de construction qui est beaucoup plus compliquée. Poser des panneaux solaires de manière individuelle dans les maisons, ça permet justement de réduire le coût pour la puissance publique de l'installation du système énergétique. Maintenant, le solaire n'est pas la panacée, en tout cas n'est pas la panacée dans tous les pays. Et c'est vrai que le Congo, la République démocratique du Congo est l'exemple avec le barrage d'Inga. Exactement. Le barrage d'Inga qui lorsqu'il sera réellement opérationnel, lorsqu'il arrivera au plein de sa capacité, pourra, en plus de desservir le Congo, la République démocratique du Congo, la RDC, pourra aussi se développer dans desservir les pays aux alentours. Donc c'est maintenant, à mon sens, plutôt une réflexion dans la sous-région qu'il faut développer. Il faut réussir à ce que le mix énergétique que certains pays veulent appliquer pour leur population, soit développé sur des sous-régions et permettre d'être interdépendants les uns des autres, surtout sur des régions frontalières. Maintenant, on connaît l'Afrique, on connaît sa géographie, on connaît ses difficultés sur les parties sahéliennes, sur les parties avec beaucoup de montagnes ou des zones forestières. Donc il faut adapter chaque énergie aussi au contexte local sans pour autant abîmer
l'écosystème, parce qu'on sait très bien que, par exemple, des barrages créent, en plus de mouvements de population, parce qu'il faut souvent faire fuir, enfin, demander aux villageois autour de partir, créent aussi des bouleversements sur l'écosystème. Donc il faut penser à adapter son énergie, en tout cas sa production d'énergie, à l'environnement du pays. Maintenant, juste pour revenir sur le cas du Maroc, le cas du Maroc est un peu particulier, parce qu'en fait, c'était un plan qui s'appelait le PERG, un plan d'électrification. Ce plan a été réfléchi à très long terme. Et moi, j'avais travaillé dessus, imaginez-vous, déjà dans les années 95. Donc, c'est un plan qui date de très longtemps, qui a été réfléchi, non pas à court terme, pour les habitants du moment. Ça a été réfléchi à très long terme. Et ce qui a permis justement de permettre au pays, enfin, ce qui a permis de laisser le pays à la fois faire un plan géographique structuré, parce que le sud du Maroc n'est pas le nord, c'est vraiment, et à la fois desservir des régions enclavées. Mais pour la tarification à la carte, moi, sincèrement, j'en ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'en entends. Oui, non, mais Kevin, je vous crois certainement. À Doukala, oui, donc moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, la tarification que je connais, moi, qui est une tarification qui est la même pour tout le pays, qui n'est pas variable, elle dépend de la consommation. Il y a une subvention qui est nationale d'une partie de l'énergie. Oui, dans les villes, ça a toujours été le compteur, comme partout. Oui, mais bien sûr, mais aussi à la campagne. Facture. À la campagne, bien sûr, ils ont un mis compteur. ce système pour... Oui, ils ont un compteur maintenant aussi à la campagne. Mais en fait, ce qui se passe dans la campagne, et c'est le PERC qui a imposé ça, c'est que l'agent de la société électrique va chez les gens et récupère l'argent en frappant directement le faisant du porte-à-porte. Le problème, c'est que les hameaux sont dispersés. Oui, on va aussi parler du cas du Bénin, parce qu'on a vu qu'il y a des localités, notamment rurales, qui ont été électrifiées. Et paradoxalement, alors le sentiment dans les villes, c'est qu'effectivement, on est constamment confronté à des coupures de courant, à des coupures électriques. Donc les initiatives prises par le gouvernement, on n'en voit pas l'impact dans la vie du quotidien, dans les villes. Mais les coupures, on les voit partout, même à Bamako, dans les salles de cours, ça coupe, etc. C'est un problème récurrent de surcharge aussi. Et il faut savoir aussi ce qui consomme le plus. C'est ça que moi je l'ai appris récemment. Qu'en Afrique, alors que non, je vais expliquer pourquoi. Europe, la surcharge, je vais expliquer. C'est que par exemple, en Europe, le chauffage, on m'a dit, 6 mois de chauffage, ça consomme moins que 3 mois de climatisation. La climatisation consomme beaucoup. Et en Afrique, on utilise beaucoup pour des raisons... Dans les zones rurales, très peu, voire pas, Camille. Non, mais le problème, c'est que quand vous prenez l'ensemble, quand tout le monde commence à mettre en marche en même temps, c'est la surcharge. Je vais vous contredire, mais je ne pense pas que ce soit la surcharge qui fasse la chose. Par exemple, en Algérie, il y avait eu cet été de gros problèmes d'électrification. Au Congo, encore il y a quelques semaines, la semaine dernière, il y a des coupures régulières, alors que c'est des pays à très forte production d'hydrocarbures, donc qui pourraient aussi investir énormément. C'est pas... Il y a la maintenance aussi. Il y a un manque d'investissement dans les infrastructures énergétiques qui est évident. Deux choses. D'abord, au niveau des coupures d'électricité, souvent en Afrique, c'est un problème déjà d'entretien des machines, de maintenance, et aussi un problème d'entretien pour les barrages hydroélectriques, d'entretien de lacs, parce qu'on laisse, il y a beaucoup de déchets qui rentrent dedans, et donc du coup ça diminue la production. Mais si on va, par exemple, dans beaucoup de pays africains, on peut développer l'électricité, on peut électrifier. Est-ce que l'électrification va aller de pair avec la croissance, avec le développement? C'est le problème aussi parfois dans les plans de l'anticipation, la démographie croît et finalement quand on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, la population a augmenté de telle sorte qu'il y a toujours un manque. Oui, il y a un manque, mais en même temps c'est que on pense à l'électricité, mais l'électricité pour l'éclairage, le chauffage, mais on n'a pas pensé à l'accompagnement. Il y a l'électricité, il y avait à côté des menuisiers, il y avait à côté d'autres gens qui faisaient la couture. Est-ce qu'on peut aussi accompagner, notamment au niveau d'un financement, pour que les machines, on adapte les machines par rapport à l'électricité qui est arrivée, qu'on adapte la production
Pourquoi les paysans doivent utiliser les pelles ou autre chose? C'est juste un accompagnement, il y a un apport de plus, il faut que cet apport apporte aussi un élément. Sinon, c'est pour ça qu'il y a des tarifications différenciées, les heures creuses, etc. pour inciter les gens peut-être à faire de la couture. Ce n'est pas ce niveau, ça veut dire qu'au niveau aussi de la production, les gens doivent être accompagnés pour produire avec des machines qui utilisent l'électricité, non pas continuer à utiliser des machines manuelles alors qu'on a l'électricité. En tout cas, les projets sont en cours. On va rappeler les principales informations qui ont marqué l'actualité africaine. La semaine hôpitaux morts sans médecins devait démarrer le 10 février. Cependant, le collectif des praticiens hospitaliers a reporté ce mouvement de protestation jusqu'au 24 février. Parmi les revendications, on peut noter l'augmentation des indemnités de logement et des primes d'expertise médicale. En Guinée, le gouvernement vient de lancer le recensement biométrique des travailleurs de l'administration publique avec pour objectif d'assainir le fichier de la fonction publique qui ne serait plus à jour et qui contiendrait des emplois fictifs. Quelques minutes de pause, puis nous débattrons des prêts et crédits facilitant l'accès à la propriété au Nigeria. A tout de suite.